Pouvez-vous nous présenter votre travail au niveau de la philo-analyse avec vos patients, s'il vous plaît? Alors, bon, là, il me faudrait 10 heures, mais bon, je vais essayer de faire synthèse. Euh, la philo-analyse, c'est une activité d'accueil par laquelle je reçois des individus en interrogation, en questionnement, en angoisse, en positionnement de difficulté, et qui veulent trouver un mode de perception et d'appréhension qui puisse leur permettre de résoudre ce qui fait problème pour trouver un rapport, disons, harmonieux entre le déroulement de leur existence et leurs désirs et leurs besoins. Donc la philo-analyse est une pratique de dialogue philosophique, dialogue en deux mots, comme dialectique, c'est-à-dire c'est une traversée où la pensée, où la rencontre, où la logique vont au fond des choses pour, selon la formule de Hegel, comprendre que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Il y a donc un travail des profondeurs qui permet d'accéder à la vérité substantielle des choses par-delà le spectacle négatif du spectacle des apparences tel qu'il trône dans la société du spectacle marchand. Alors, ce qui est important, c'est de faire comprendre à ceux qui nous écoutent, et de manière relativement simple, la méthode. Alors, la méthode, elle doit d'abord partir d'un fait très simple, c'est qu'il existe une opposition radicale entre le dialogue philosophique et l'activité moderniste du capital dans sa triade de restructuration policière de la psyché, psychologie, psychanalyse et psychiatrie. On y reviendra tout à l'heure, la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie sont nées dans la modernité marchande entre le XVIIe et le XXe siècle, pour faire court et pour retrouver tous les bras armés de ces disciplines de restructuration. La philosophie comme pratique radicale de compréhension du monde, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, à travers Héraclite, à travers Parménide et à travers Empédocle. Et c'est important de faire référence à cette naissance philosophique, parce que c'est cette naissance philosophique qui donne le sens et la radicalité de compréhension de la méthode. Alors Héraclite, Parménide et Empédocle vont structurer leur pensée à ce moment où la communauté de l'être disparaît. La communauté de l'être, c'est la communauté du tout non scindé. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division en l'homme, il n'y a pas de division entre les hommes, et il n'y a pas de division entre l'humain et la nature cosmique. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de religion. Tout est unitaire dans le cosmos sacral de la non-division, de la non-appropriation. Le passage à la société, à la civilisation, c'est le fameux passage qui est décrit par Engels dans l'origine de la famille, de l'État et de la propriété, ce moment où il explique que la production gentilice des communautés premières cède le pas au travail, à l'aliénation, à la religion, à l'État, au pouvoir et à l'asservissement. Engels conclut ce passage et l'État est né. Et l'État est né. Donc, il explique à partir de là l'émergence de la démocratie athénienne et donc l'émergence qui postérieurement mettra en marche une nouvelle philosophie, parce que la société grecque qui émerge va, à partir de Socrate, voir naître une autre philosophie, une philosophie de connivence, alors que la philosophie des présocratiques était une philosophie de rupture. La philosophie de rupture des présocratiques appelait à une réflexion sur pourquoi et comment comprendre le fait que le tout s'est brisé. La philosophie socratique et post-socratique, Platon, Aristote, jusqu'à la grande symphonie marchande de Kant, va être une philosophie de la connivence qui accompagne le mouvement d'ascension de la marchandise, qui la justifie, qui l'analyse, qui l'élabore. Avec les présocratiques, on a une pensée très riche, très foisonnante, mais qui se résume en quelques fragments très courts où l'essentiel est dit en de courtes synthèses qui, par exemple, nous expliquent que le vrai n'est rien d'autre que le tout dans le mouvement de sa richesse cosmique. Cette phrase est courte. Mais si cette phrase qui est courte, je la décrypte, je la creuse et je la déploie,
elle me dit toute la richesse de l'être dans sa forme historique, dans sa forme biologique, dans sa forme individuelle, dans sa forme collective. Elle contient le tout du tout. À partir de Socrate, le tout étant décomposé, je vais avoir des philosophies de connivence qui vont faire des symphonies du divisé. J'aurai des systèmes philosophiques où le tout est découpé en infinies parcelles d'investissement pour que la valeur d'échange puisse travailler au fonctionnement et à l'échange de l'économie aliénatoire des hommes dépossédés d'eux-mêmes. J'aurai des philosophies du découpé, de la mathématique, de la poétique, de la physique, de l'histoire, de la nature. Mais ce découpé, loin d'être riche, marque l'appauvrissement dans le découpé. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ce moment où les présocratiques ne sont pas simplement des présocratiques, mais des antisocratiques par rapport à ce que Socrate va produire. Et leur compréhension du tout, qui va se perdre dans la symphonie du précapitalisme et du capitalisme qui conduira à Kant, va là mourir au moment où Hegel, dans la grande phase révolutionnaire de la révolution capitaliste de 1789, va mettre à bas le vaste système kantien et retourner au présocratique, c'est-à-dire à Héraclite, à Parménide, et ouvrir le chemin à Marx, qui, en produit le plus radical des luttes de classe radicales, va enfin comprendre l'automouvement historique de l'humanité qui veut se réapproprier sa substance contre la dictature du fétichisme de la marchandise et pour le retour à une vraie communauté. Donc, le dialogue philosophique au sens où les présocratiques, Hegel et l'analyse de Marx nous permettent de l'entrevoir, c'est un dialogue des profondeurs qui part du fait que nous sommes tous des consciences malheureuses. Nous sommes tous, en le monde de l'aliénation marchande contemporaine, des consciences malheureuses parce que nous ne sommes plus dans l'unité totale du début, mais nous sommes dans l'unité brisée des parcours de l'aliénation. Et l'unité brisée du monde, qui est une unité historique, n'a pas simplement brisé l'histoire communautaire des hommes, elle a brisé bien évidemment l'histoire individuelle de chacune de nos existences. Donc comprendre un individu en questionnement, comprendre un individu en interrogation ou en angoisse, c'est relier la spécificité de son histoire à la caractérisation universelle de l'histoire du monde comme déchirure de l'être. Déchirure de l'être mondial et déchirure de l'être au singulier. Et pour faire le comparatif méthodologique avec la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie, il faut en revenir au temps de naissance des disciplines carcérales de l'ordre capitaliste. Quand les présocratiques font jaillir la pensée d'alerte sur le tout, on est au tout début du développement de la valeur d'échange qui va fracasser le monde. Mais quand au XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle, les ordres psy vont surgir, ils surgissent au moment où l'ordre de la marchandise est en train de tout vampiriser et les êtres écrasés sont produits industriellement. On a donc de manière croissante des êtres inadaptés à l'ordre logique du monde. Et ces êtres inadaptés, il faut les réadapter. Donc psychologie, psychanalyse et psychiatrie, dans des formes diverses et complémentaires, par des voies de dialogue frauduleux ou par des voies de médicamentation sordide, vont prendre en charge ce malaise pour permettre la réadaptation des êtres en malaise dans le circuit de la valorisation capitaliste. La question philosophique posée par les présocratiques, c'est la question de l'être. L'être, alors je ne fais pas une analyse en profondeur de l'étymologie et des parcours linguistiques, mais l'être, c'est très riche en grec comme expression du vivre. L'être, c'est l'auto-manifestation du croître en la richesse fertile des épanouissements de jouissance. Donc, la question de l'être, c'est la question de l'authenticité des radicalités cosmiques qui font notre substance de personnalité. La société du capital, c'est l'enfermement des êtres, la personne des êtres, dans un personnage sur l'économie narcissique des échanges. Donc, quand je vais mettre en marche le dialogue philosophique, c'est pour que le mal-être, qui me désigne l'absence de l'être, qui me désigne l'oubli de l'être, soit remis en perspective de l'être.
Et le dialogue philosophique, qui est fait de parcours, de généalogie, de questions, de réponses, de creusements, a pour objet de permettre que le mal-être soit positionné antithétiquement à l'être en recherche de lui-même, et pour que l'être, par ce creusement, élucide que son mal-être est précisément ce qui témoigne de l'absence de l'être et de la nécessité pour épanouir la richesse de la personne du retour à l'être profond, à l'être d'irradicalité qui casse les mensonges du spectacle fétichiste de la marchandise comme apothéose de toutes les dépossessions humaines. Quand je me retrouve face à un psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre, il reçoit mon malaise, il le cataloguise dans toute une série de répertoires statiques que le crétinisme universitaire de la recherche capitaliste lui a imposé, et il définit à partir de là des cadres, des comportements et des cheminements de résolution pour que l'individu, qui dans son image de lui-même est en souffrance, retrouve une image de valorisation narcissique lui permettant enfin d'aller mieux. Mais la question essentielle, qui est la question historique, est totalement mise sous le tapis. Ce que nous ont appris les présocratiques et ce que nous apprend Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, ce que reprend Marx d'ailleurs dans l'introduction de 1857 dans une analyse historique radicale, c'est que nos scénarios familiaux n'ont pas d'autonomie historique. Le scénario familial dans lequel la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie vont enfermer la blessure, vont enfermer le malaise, pour finalement aboutir à une thérapie factice, nombriliste, où l'économie narcissique ne va pas cesser de délirer sur le nombril du patient, va omettre la chose essentielle, c'est que le scénario familial n'est que l'expression du scénario mondial. Donc, l'acte de dialogue philosophique va réceptionner le malaise individuel, le questionnement individuel, il va bien évidemment parler du scénario familial qui existe, mais qui n'a pas d'autonomie, et qui n'a de pertinence qu'en tant qu'il est le reflet de l'aliénation du monde, dans l'ordre du fétichisme de la marchandise en mouvement, qui a produit les rencontres humaines comme marché des échanges narcissiques. Donc, on en revient à ce concept essentiel, à travers les présocratiques, jusqu'à Hegel, jusqu'à Marx, le concept des forces productives. Chaque individu est le produit de forces productives, aliénatoires, spécifiques, qui, à travers le scénario familial, à travers les enfermements, à travers les cadenassements, a produit un jeu conscient, inconscient, qui génère des blessures dans le non-résoudre du rapport à l'être. Je peux restructurer ça dans une thématique capitaliste de sauvegarde du système pour remettre cet individu-là, avec des médicaments ou avec des paroles de diversion, dans un rapport à son scénario familial où, quittant les cheminements de l'écrasement, il va pouvoir avoir un surgissement d'autovalorisation narcissique de son image personnelle. Mais on est toujours dans ce que Marx et Hegel l'appellent le dessaisissement, l'aliénation. L'ordre psychique contemporain restructure les êtres dans l'aliénation pour que, par-delà les méfaits de l'aliénation, on trouve des territoires qui soient des bienfaits de l'aliénation. Mais on est toujours dans le despotisme de l'aliénation qui rend l'homme étranger à lui-même. Le dialogue philosophique est donc un dialogue radical, puisqu'il touche à la racine, il est radicus, il va au plus profond de l'être, et pour reprendre la thématique de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, il permet à la conscience malheureuse, par son déchirement, de comprendre que le déchirement a une causalité historique radicale. Depuis que nous avons quitté les communautés de l'être, où nous étions en rapport d'osmose dans le je qui va vers le tu et dans le tu qui va vers le nous, nous sommes brisés dans l'isolement narcissique des grandes foules solitaires, des galeries marchandes de la dictature démocratique de la valeur. Et comprendre pourquoi la conscience est malheureuse, c'est comprendre ce rapport historique, et c'est à partir de là entreprendre un voyage, bien évidemment dans la vie individuelle de celui qui est conscience malheureuse, mais la vie individuelle est conscience malheureuse parce qu'elle n'est plus universalité cosmique. Et c'est précisément parce que la conscience malheureuse, dans le dialogue philosophique, épouse et éprouve le chemin du retour à l'universel cosmique, que
on aboutit à un vrai retrouver l'être, non pas à une restructuration artificielle dans l'ordre de l'aliénation, mais à une véritable explosion des cadres aliénatoires pour que le sujet en interrogation retrouve le souffle de vie radical. Tant que la société du fétichisme marchand n'a pas été écrasée par l'émergence révolutionnaire de l'humanité en auto-émancipation, on est condamné à la conscience malheureuse. Dans la société de l'aliénation, il n'y a pas d'amour total, il n'y a pas de relation riche à l'humain totale, il n'y a pas d'épanouissement vrai total. Nous butons sur quelque chose d'essentiel, nous sommes chosifiés par le rapport d'abrutissement universel. Par contre, le dialogue philosophique, en attente que la chosification universelle explose dans la crise cataclysmique du capital qui est en train d'arriver, permet de ne plus être dupe. Par le dialogue philosophique des profondeurs, je sais que nous sommes tous des épaves circulatoires dans la grande déambulation marchande. Mais en aboutissant par le dialogue philosophique au creusement radical qui fait comprendre les sources historiques de la conscience malheureuse, je cesse d'être dupe de tous les spectacles aliénatoires dont le système m'abreuve. Je peux donc, même si je n'atteins pas la vraie conscience heureuse radicale, que nous n'obtiendrons que dans la communauté restaurée, déjà ouvrir un chemin de renversement où je recommence, même si je n'ai pas le souffle de vie total, à respirer en authenticité de véritable ressentir. Et donc, cette méthode, par laquelle je reçois un individu, ou un couple, ou éventuellement même une famille, c'est la transmission à travers les présocratiques, à travers Hegel et à travers Marx, du fait que, par un dialogue radical, le fameux ti grec, alors le ti en grec, ça veut dire pourquoi. Ti, c'est pourquoi, mais c'est un pourquoi beaucoup plus ample, beaucoup plus déployé. Quand les présocratiques disaient ti, ils ne disaient pas simplement pourquoi, ils disaient pour quelle raison, de quelle destination, qu'est-ce que cela indique, comment cela tient-il. Donc, au fil du temps, par le parler critique, on fait jaillir ce qui était enfermé. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai une patiente qui me dit « Je n'arrive pas à me définir parce que je bute sur le fait que je suis perdu et dans cette définition de moi par laquelle je dis « je suis perdu », je ne peux rajouter que c'est compliqué. » Le dialogue philosophique du ti, le pourquoi, le comment, va entreprendre un travail sur qu'est-ce qu'être perdu. Être perdu, c'est effectivement être perdu dans l'espace, mais c'est aussi être perdu au sens où je ne sais pas qui je suis en moi-même. C'est à la fois l'extérieur et c'est l'intérieur. On va creuser le être perdu. Le compliqué, c'est quoi le compliqué? On va décrypter le compliqué dans toute une articulation de phrases, de contre-phrases. Et à partir de tout le creuset sur le compliqué qui va renvoyer à plein d'autres choses, sur le perdu qui va renvoyer à plein d'autres choses, on va définir un commencement de trajectoire où plein de choses vont surgir. Non pas dans le scénario nombriliste de l'enfermement familial qui pourrait avoir en lui-même son explication, mais dans le parcours familial, adolescence, enfance, toujours rapporté à l'universalité du monde. Il y a quelque chose de décisif, et je terminerai là-dessus parce qu'il me faudrait des heures, c'est toute l'approche que Hegel fait entre ce que l'on appelle l'ontogénèse et la phylogénèse. L'ontogénèse, c'est le parcours individuel de chacun, l'ontogénèse. J'ai eu une enfance, j'ai eu une adolescence, j'ai un âge adulte, et dans mon scénario familial, j'ai connu des butées, des écluses, des dépassements, des blocages. C'est mon ontogénèse. Et il y a la phylogénèse. Phylogénèse, ça vient de Foulet, la tribu, le groupe. C'est donc la genèse du groupe, la genèse historique. Donc, l'ontogénèse n'a pas sa résolution hors de la compréhension radicale et dialectique du substrat de la phylogénèse. Donc, je suis sujet historique mondial, et en tant que sujet historique mondial, dépossédé de l'histoire mondiale de son parcours, je suis aliéné parce que je suis coupé de l'histoire. J'ai donc une conscience historique qui n'est pas historique. Ma conscience historique est fausse. Et dans mon scénario familial aliénatoire, j'ai une conscience sensible, mais je n'ai pas de conscience historique.
Et à travers les présocratiques Hegel et Marx, je vais passer de la conscience sensible à la conscience historique. Je vais passer de la conscience pathologique dans l'enfermement aliénatoire, c'est-à-dire le culte du personnage, à la compréhension radicale de ma vraie personne, comme dialectique cosmique historique entre le singulier et l'universel. Et par tout ce travail-là, qui est un travail d'éveil, d'élucidation, on commence petit à petit à comprendre que notre cheminement, en tant que résultat du cheminement mondial de l'aliénation, n'est qu'un seuil caractéristique particulier du seuil mondial. Qu'est-ce qui différencie Pierre de Bernadette et Lucien de Jacqueline? C'est simplement que la dialectique des forces productives mondiales de l'aliénation s'est incarnée en eux en un moment spécifique qui correspond à un degré donné du développement de l'aliénation universelle. Et donc, par ce dialogue des profondeurs qui va élucider le seuil caractéristique dans le cadre d'une réappropriation de l'histoire mondiale comme compréhension de l'histoire individuelle, je peux enfin me poser la fameuse thésis grecque, je peux enfin me poser comme quelqu'un qui saisit le mouvement de son existence parce qu'il sait que l'existence de ce mouvement est historique et qu'il n'y a pas d'existence psychique hors de l'histoire. Guérir ou bien aider un psychopathe avec des consultations de philo-analyse. Parce que je pense aux psychiatres ou bien. Quand vous parliez de la philo-analyse tout à l'heure, je pensais aux travaux de Frantz Fanon et des damnés de la Terre avec les Algériens qui ont été traumatisés pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que de la philo-analyse, j'ai conscience que les médicaments ne guérissent pas les gens, mais est-ce que justement, est-ce que c'est possible finalement de guérir un psychopathe ou quelqu'un qui a été choqué comme le cas des d'abord, de Frantz Fanon? Le dialogue philosophique ne guérit pas. Est-ce que vous pouvez les aider alors? Et la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie ne guérissent pas non plus. Ils réadaptent à la servilité. Mais psychopathe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut rentrer dans le dictionnaire académique des obscurantismes scientifiques de l'aliénation capitaliste, dont la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie ne sont que des disciplines de domestication. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Alors le psychiatre va définir un psychopathe. Moi j'ai des gens qui sont en angoisse, qui ont des phases de souffle de vie et qui ont des phases de pénombre et de retombées. Ah, le Capital a trouvé la solution. Le Capital a trouvé la solution. Ils sont bipolaires. Donc le Capital a un catalogue et ils sont bipolaires. Il faut donc soigner le bipolaire pour réadapter le bipolaire qui ne va plus être en tension sur ces deux pôles. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et Bordiga, qui faisait une critique radicale de la science, disait « la science, toute discipline convaincue ». Parce que bon, on peut créer des impostures sur le réchauffement climatique à partir de statistiques délirantes, et on peut créer des impostures sur la réadaptation des vivants à la mort du capital par le biais de disciplines totalement imposturantes. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un psychopathe, ça n'existe pas. Le psychopathe, c'est une catégorie nominaliste du capital qui, par rapport à un phénomène étrange, dangereux, sanglant, incontrôlable, bizarroïde, ingérable, définit une case, et la case est censée résoudre le cas. La case ne résout pas le cas. La case permet un emprisonnement souple, un emprisonnement ferme, un emprisonnement verbal, un emprisonnement chimique, médicamenteux, mais elle ne résout pas. Donc, je vais vous prendre un cas, quelqu'un qui aurait pu être taxé de psychopathie, de situation bipolaire, on entreprend un dialogue radical des profondeurs sur de longues séances, et on voit que le catalogage que l'obscurantisme du capital avait mis sur lui, c'était simplement une pressurisation des tensions pour le neutraliser. Mais ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Le problème, il n'est pas là. Donc moi, je ne sais pas ce qu'est un psychopathe. Par contre, je n'ai pas vocation à guérir, parce que les gens qui vont mal ne sont pas des malades à guérir, ce sont certes des patients, patiors, ils souffrent. Mais d'un point de vue de l'humanité, du point de vue du naturalisme achevé, ce qui est anti-humain, c'est la société. Donc si la société est anti-humaine,
elle crée effectivement des pathos qui, la plupart du temps, n'existent pas dans les communautés traditionnelles. Dans les communautés traditionnelles de l'être, j'ai pas de suicide, j'ai pas d'inceste, j'ai pas de crimes violents à l'échelle industrielle, j'ai pas de pédophilie, j'ai pas de suicide, enfin, je n'ai pas la folie psychique du monde contemporain. Donc cette folie psychique du monde contemporain, elle ne peut pas être soignée par le monde contemporain puisque c'est lui qui la sécrète. Et quand il veut la soigner, au lieu de l'anti-sécréter, il la reproduit sous une autre forme. Alors certes, l'homme qui sait l'imposture du capital a la blouse blanche. Donc s'il a la blouse blanche, il doit quelque part avoir raison. Oui, il a raison du capital. Mais ça ne résout rien. Moi, je veux dire, j'ai des gens qui sont venus ici dans ce bureau qui prenaient des médicaments anxiolytiques, somnifères, gamme infinie depuis 2 ans et 3 ans. Ah oui, ils allaient mieux. L'acide sulfurique les avait bien brûlés, donc le niveau de réaction s'était plus ou moins éteint. Au lieu d'être bruyants et bougeants, ils étaient en semi-mort lente. Le dialogue philosophique est un dialogue de fracture qui permet aux gens de se réapproprier la réalité radicale de leur vie profonde contre les mensonges du monde. Ça, c'est sûr. Mais il ne guérit pas. Et il n'a pas pour vocation de guérir. Il a pour vocation d'éveiller à la lucidité radicale du vrai. Parce qu'après, on regarde une série en ce moment qui s'appelle Ose et qui est sur l'univers carcéral. Je ne connais pas. Oui. C'est génial, il faudrait regarder, je pense. Et en fait, est-ce que vous pourriez faire de la philo-analyse avec des gens qui sont en prison qui perpétuité, ou bien qui ont massacré des familles entières? Est-ce que la philo-analyse pourrait les aider? La philo-analyse, c'est un dialogue philosophique entre un homme et un homme. Et le substrat du dialogue, c'est le logos. Alors le logos grec, deux petites formulations pour le comprendre. Quand Hegel dit tout le rationnel est réel et tout le réel est rationnel, ça renvoie à Héraclite et à Empédocle lorsqu'ils disent tous les deux l'être et le penser sont la même chose. Donc le logos, ça veut dire parole, ça veut dire rationalité, mais ça vient du temps des chasseurs-cueilleurs, lorsque les hommes ont spontanément fait jaillir la linguistique de leurs ressentiments et de leurs pulsions. C'est le vieux LG qui veut dire accueillir, recueillir. Et cet accueillir, recueillir, c'était le verbe à partir duquel il disait le geste de cueillir ce qu'il cueillait. Donc c'est quelque chose de très humble et de très profond, parce que le profond est toujours humble et l'humble est profond. Le logos, la rationalité, ce qui est le plus explosif en savoir du monde, c'est le geste tout simple d'accueillir avec humilité. Donc le vrai savoir accueille avec humilité. Ce qui est vrai n'est jamais une création personnelle de quelqu'un qui comprend le monde à travers des objets extérieurs au monde, des méthodes extérieures au monde. Le vrai comprendre, c'est l'automouvement du monde comme méthode d'appréciation du monde. Donc, n'importe quel homme face à moi, c'est pour ça que je dis toujours, je n'ai pas d'ennemi. Dans la radicalité du monde, ce que nous apprennent les présocratiques, Hegel et Marx, c'est que nous avons un ennemi radical. C'est le monde de la marchandise. Et c'est le spectacle tyrannique de la valeur qui nous écrase. Mais aucun être humain en face de nous n'est autre chose qu'une dialectique de forces productives aliénatoires correspondant à la dialectique mondiale des forces aliénatoires universelles. Donc, en face de moi, quelle que soit la position des gens que j'ai en face de moi, même les gens qui sont les plus en décalage avec moi, je les accueille et je discute. Je suis prêt à discuter avec le borné le plus borné de l'ultra-droite et le borné le plus borné de l'ultra-gauche et le borné le plus borné de l'ultra-centre. Tout être humain, même le plus borné, a capacité, alors réduite, profonde, très profonde, gigantesque, de parler. Donc, même un détenu, alors, le détenu, après, il faut voir de quelle manière, compte tenu de ce qu'il a fait et du comment il se positionne par rapport à ce qu'il a fait, est en situation, dans le cadre d'un dialogue qui est basé sur l'authenticité du dévoilé, le dévoiler, arracher le voile. Le problème est là. L'authenticité du dire, l'authenticité du tout dire. Il faut tout dire et il faut, dans l'authenticité du tout dire, dévoiler l'ensemble des processus historiques qui nous ont construits. À partir de là,
Le problème, c'est pas qu'ils soient détenus ou pas détenus. Vous avez des gens en liberté qui sont au fond de leur matrice totalement détenus. Il y a un nœud qui les tient et il faut les détenir. Donc tout est là. Mais par contre, si vous voulez, j'en reviens au catalogage des sciences du capital, psychologie, psychiatrie. Je vais vous prendre un cas très simple, c'est l'autisme. Il y a des autismes biologiques et il y a des autismes historiques affectifs. Vous avez des gens, la psychanalyse a fait des ravages parce que pendant longtemps, pour des cas d'autisme avérés, le dogme psychanalytique considérait que l'enfant enfermé était enfermé par le poids de la non-communication et de la névrose des parents. Il y avait donc des enfants autistes. Et c'était la culpabilisation de la famille. On s'est rendu compte qu'il y a des problèmes génétiques dans beaucoup de cas d'autisme. Donc l'autisme, quand vous me dites que quelqu'un est enfermé par exemple, il y a deux autismes. Il y a l'autisme biologique, génétique, qui lui pose une question génétique, et donc pas une question philosophique, même si après coup on peut accompagner quelqu'un qui a une problématique génétique. Et puis vous avez des autismes qui sont simplement historico-affectifs, qui ne sont pas génétiques. Donc, quelqu'un qui est enfermé, quel que soit son enfermement, dès lors qu'effectivement il n'a pas une matrice essentiellement génétique, et avec qui on développe le parler, la parole déliée, la parole critique, la parole radicale, et que dans l'authenticité du dialogue, on peut effectivement poser des directions d'auto-émancipation et d'auto-mouvement, d'auto-épanouissement, ben il avance. Non mais tu vois, parce que par rapport à ce que tu disais sur Ose, en fait, il faut bien voir que en fait... Je connais pas cette série. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont commis des actes vraiment horribles et tout ça, mais en fait, c'est comme dit les cousins, c'est la société qui les produit industriellement, qui produit industriellement leur pathologie et qui font qu'en fait, bon, ils commettent tel ou tel acte, mais en fait, la prison, elle les met juste à un endroit pour que ça n'ait pas d'impact sur la société. Mais c'est-à-dire que si tu les sors de la prison, c'est-à-dire que bon, ils vont faire pareil, parce qu'en fait, leur seul avenir, en fait, c'est de devenir des travailleurs, de rentrer dans le monde du salariat, et donc si tu veux, le rapport à ce monde-là, ça produit de la folie, ça produit... Par contre, alors, il y a une vraie question qui résulte de ce que vous dites, c'est qu'on a aujourd'hui des réalités criminelles qui sont de l'ordre de la perversion et de l'irrécupérable. Mais du coup, on ne peut pas faire de travail de philo-analyse avec ces gens-là. Dans la communauté de l'être, il n'y a pas de perversion sadomasochiste. Non. Il n'y a pas de perversion narcissique. Il y a de temps en temps des types qui s'imaginent être un peu plus que, mais le groupe très vite les remet dans une communauté immanente et ça n'existe pas. Mais le fétichisme de la marchandise, dans sa longue marche en avant, a produit dans la modernité contemporaine des cas pathologiques, alors pathos au sens fort du terme grec, c'est-à-dire des thanatiques empédocles posent la relation humaine à travers le cycle de l'éros et de thanatos, la vie, la mort. Et vous avez des impuissants absolus qui ne peuvent pas se réaliser dans une jouissance d'éros. Donc, ils sont condamnés, nous dit Empédocle, à se réaliser dans une jouissance de thanatisme, de mort. Et vous avez des gens qui, à un stade très accompli de cette formulation-là, qu'elle soit cérébrale, parce que vous avez aussi des pervers cérébraux et des pervers physiques. Vous avez tous les types. Et vous avez, au summum de la dictature du capital, des gens qui ont atteint un degré tel qu'ils sont irrécupérables. Donc, il faut bien voir que c'est le capital qui les a rendus irrécupérables. C'est pas la biologie des passions depuis des siècles, c'est la biologie des passions de l'accumulation capitaliste qui les a rendus tels quels. Mais ils sont, vous avez des violeurs récidivistes à tendance sadique, c'est pas la même chose que le violeur d'une fois qui peut, dans le cadre d'un dialogue des profondeurs, peut-être réavancer. Mais vous avez des gens qui, dans cette industrie thanatique de la jouissance mortifère, se sont investis en orgasme d'identité. Et ça pose problème. Parce que aussi, il faut voir, le dialogue, c'est un premier pas, mais après, si la personne, elle est dans une communauté émancipée,
ça va encore plus loin. C'est-à-dire que c'est un petit peu le texte de l'anarchiste, je crois, qui était en prison, là, vous m'avez conseillé, là, où il était en prison, et puis après, pendant la guerre d'Espagne... L'incontrôlé de la colonne de fer. Voilà, pendant la guerre d'Espagne, bon, tout se transforme et tout ça. Alors bon, lui, il n'a pas violé des gens, je ne sais plus ce qu'il avait fait. C'était un voleur. Mais après, je crois qu'il aidait des gens, il aidait des familles à se nourrir, enfin... C'était l'inversion des rôles capitalistes, où, bon, on l'avait mis en prison, et puis en fait, c'est un des moteurs de la réhumanisation de la communauté. Bien sûr. Non, mais si vous voulez, Hegel nous dit... alors, Marx nous répond toujours, en dernière instance, il y a, ça renvoie à Hegel, le seuil. Tout est une histoire de seuil. Qu'est-ce que nous sommes, là, tous? Nous sommes un seuil du développement historique de l'aliénation mondiale, incarné dans un parcours familial, dans le cadre d'une généalogie spécifique, qui se rapporte à l'histoire mondiale. Nous avons un seuil. Il existe des seuils où tout est possible. Il existe des seuils où tout est possible avec difficulté. Il y a toutes les variations possibles. Mais il existe effectivement des seuils. Moi, par exemple, dans le cadre du dialogue philosophique, compte tenu de l'effort, de la difficulté, de la douleur quasi chirurgicale que parfois il importe de mettre en mouvement dans nos parcours, j'ai 5% des gens qui partent en cours de route au début, et puis j'en ai 5 ou 10% qui partent après. C'est-à-dire que ceux qui vont jusqu'au bout du résoudre, c'est 80%. Mais il y a des gens qui pourraient peut-être, qui ont des qualités, mais qui butent. Bon, j'ai une de mes patientes qui... J'éclaire méthodologiquement, à travers les présocratiques, à travers Hegel, à travers Marx, le cheminement que les gens dévoilent eux-mêmes. Moi, je les accompagne dans leur auto-dévoilement, et je les aide méthodologiquement. Et il y a parfois des moments où ça bute. Moi, j'ai une patiente, par exemple, parce que moi, je ne donne jamais la solution aux gens. Ça ne m'appartient pas, c'est pas mon boulot, et ce serait totalement incongru. J'éclaire pour que les gens, à un moment donné, produisent l'automouvement. Et j'ai le cas d'une femme qui, à un moment donné, à travers tout ce qu'elle me disait, en est arrivée au point, elle me dit, mais le problème, c'est mon mari. Elle n'avait jamais travaillé, elle avait des enfants, elle se voyait par lâcheté, c'est elle qui me l'a dit, dans l'incapacité d'aller au bout de l'automouvement, parce que le bout de l'automouvement présupposait la rupture avec son mari. Elle a le droit de vouloir s'arrêter en route, parce que compte tenu des conditions historiques, sociales et affectives de son trajet, et dans le regard qu'elle porte sur l'universel appliqué à son trajet, elle voit des choses, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Mais elle en a eu conscience. Elle en a eu conscience, mais elle fait ce qu'elle veut. Bon, on en avait parlé à plusieurs reprises. J'ai eu au cours des derniers temps, j'ai eu 2 patients homosexuels qui ont voulu qu'on fasse un travail sur la problématique identification narcissique, homosexualité. Quelle est la caractéristique principale qui pose problème? C'est que moi, homosexuel, quand j'ai une relation sexuelle, ma relation sexuelle, elle est avec un autre moi-même au lieu d'être avec un autre qui ne serait pas moi-même. Puisque l'acte homosexuel est un acte avec un moi-même qui n'est pas moi-même, mais qui, dans les morphologies symboliques, réelles et physiques, est un moi-même, puisque c'est 2 hommes ou 2 femmes. Il y en a un qui a été ravi de l'analyse parce qu'il a une radicalité en mouvement, et puis bon, l'analyse se fait sans jugement de valeur. On n'est pas là pour lui dire homosexuel c'est bien, homosexuel c'est pas bien. On fait une analyse historique du parcours. Il y en a un qui a été ravi d'aller jusqu'au bout, puis il y en a un qui, au bout d'un certain temps, m'a dit c'est trop dur parce qu'il y a trop de remises en cause. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils viennent, le dialogue philosophique commence, le creusement s'organise, et puis bon, à partir de là, on voit comment les choses fonctionnent. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce couple qui avait eu un enfant, et ça avait posé vraiment un problème, parce que bon, c'était un couple qui était plus ou moins en questionnement. Ça creusait, et puis la survenue de l'enfant, au lieu d'être le lieu radical d'une pulsion universelle vers justement un éclatement du monde, c'est devenu une polarisation rikiki sur le fétichisme de l'objet, et donc l'enfant, au lieu d'être la vie éternelle, il fait mourir le couple. Tout est possible, bon, donc ça s'arrête. Mais à partir du moment où le fil est tenu,
à partir du moment où le fil est compris, à partir du moment où il est saisi dans tout le déploiement de sa rationalité, de sa biologie et de sa jouissance, parce qu'au bout de l'automouvement, il y a le vrai jouir. La société actuelle, comme fétichisme aliénatoire de la marchandise, c'est l'enfermement de notre jouir dans les faux plaisirs, dans les fausses situations, dans les fausses relations, dans les fausses perspectives, dans les faux regards. Le faux est la dictature omniprésente de la marchandise, et la marchandise est la dictature omniprésentée du faux. C'est un cercle vicieux. Mais au bout de l'élucidation radicale du dialogue philosophique, quand il y a effectivement l'automouvement de l'autoconscience, que Hegel appelle l'autoconscience, c'est-à-dire le moment où la conscience sensible devient conscience radicale historique, à quoi ça sert? Ben, ça sert à trouver le vrai jouir. Même si le vieux monde de la pourriture marchande est toujours là, je peux déjà avoir des authenticités de jouissance, de parcours et de conscience qui font que, même si je n'ai pas ma plénitude, je n'aurai ma plénitude que dans la communauté humaine retrouvée. Mais entre la plénitude humaine de la communauté retrouvée et la sordide reptation de la servilité contemporaine, il y a un champ intermédiaire qui est celui de la conscience critique, qui ne peut pas aller jusqu'au bout d'elle-même, mais qui déjà commence à comprendre ce qu'est le bout d'elle-même, et qui, en le comprenant, instaure des relations de richesse entre le vrai, le jouir, le comprendre, la naturalité et la satisfaction. Une personne qui n'a pas de sensibilité philosophique, clairement, qui n'a pas fait une terminale avec de la philosophie, qui connaît, comme vous lui dites, pré-socratique, ça vous... C'est très bien parce que l'enseignement de la marchandise, qu'il soit universitaire ou scolaire, c'est l'apologie du crétinisme de la servilité. Donc une classe de terminale, en règle générale, elle est totalement post-socratique. Donc on a pollué les têtes, de la dialectique de monter vers l'état de droit, vers l'état de la valeur toute triomphante, vers l'éthique du capital, si vous voulez, la plupart du temps, les gens croient que la philosophie, depuis justement les dégâts du socratisme, c'est le jacassé infini. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le vrai? Bon, ce jacassé-là, qui émerge avec Socrate, et qui va s'accomplir dans toutes les galeries d'inquisition du vrai, dans le système philosophique qui conduit à Kant, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que justement Hegel renverse tout, et Hegel renverse tout en retournant au présocratique. Moi j'entends bien, mais je pense à mon petit frère qui n'a pas fait d'études et qui est plombier. Donc, c'est très bien. Non, un très beau métier, etc., mais qui n'a pas cette sensibilité ou cette sensibilité philosophique, ou bien qui arrive à extérioriser ou à conceptualiser des problèmes. Est-ce que cette personne peut faire appel mais bien évidemment, parce que justement, le dialogue philosophique n'est pas un dialogue estampillé c'est pas un truc intellectuel, par des savoirs obligatoires, si vous voulez. C'est pas la philosophie, nous dit Hegel, est née, et Marx le confirme, au moment de la séparation. Il n'y aurait jamais eu de philosophie dans le monde si la communauté n'avait pas été brisée. La philosophie est venue le jour où la communauté brisée a posé la nécessité d'un questionnement sur la brisure. Pas de brisure, pas de questionnement sur la brisure. Pas de questionnement sur la brisure, pas de philosophie. Donc tout individu qui sent en lui les brisures et qui se questionne fait œuvre philosophique, même s'il ne sait pas que ça s'appelle de la philosophie. Donc on le réceptionne, et puis grâce aux présocratiques qui vont nous ouvrir des lignes d'éveil vers Hegel et vers Marx, on va l'aider à aller plus vite. Mais on ne lui apporte rien qui ne soit pas en lui. Alors qu'en fait, ton frère, il doit se poser de temps en temps des questions sur son existence et tout ça, mais sans avoir recours à des concepts. Et donc du coup, il ne se pose pas des questions avec des concepts sur l'être et l'histoire, mais des petites questions au quotidien. Et du coup, c'est un début. Nous, les concepts, ça lui permet d'avoir une vision. Si vous voulez, la philosophie, c'est un questionnement qui a été au bout de lui-même. Tout le monde se questionne. Personne ne va pas au bout de sa question. Non, j'entends bien, mais je veux dire, je sais que typiquement, que la majorité des personnes vont être comme lui, vont se censurer et dire « Oh, philosophie, forcément, c'est pour une certaine élite. » Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais du coup, vous confirmez qu'on peut venir vous voir sans avoir ces bases. Et c'est un vrai questionnement, parce que vous avez toute une série de gens qui se masturbent dans le jacassé inutile.
Il y a une philosophie de salon, il y a une philosophie médiatique, il y a une philosophie de télévision, il y a une philosophie de radio qui est d'une insipidité totale. Qu'est-ce que l'éthique? Ah, qu'est-ce que la démocratie? Ah, le terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme nous apporte pour y avoir une analyse de l'éthique? Et tout le monde tourne en rond dans un jacassé marchand, débile, servile. Vous avez même des revues de philosophie de l'insipidité triomphante. Donc, il y a deux philosophies. Il y a la philosophie de connivence qui est partout répandue de par le monde universitaire, scolaire, médiatique, etc., qui n'a aucun intérêt, puisqu'elle justifie l'ordre du monde. Elle ne sert donc à rien d'autre qu'à justifier l'ordre du monde. C'est comme une marque de lessive, c'est ce que vous voulez. Ça, on laisse tomber. Et il y a la philosophie radicale, la philosophie de rupture, qui, elle, nous dit tout ce qui est dans le monde est faux. Et donc, tout ce qui est dans la philosophie de connivence est faux. Donc, la vraie philosophie vous dit que toute la philosophie officielle est faux, puisque tout ce qui est officiel est faux. Tout ce qui est présenté dans l'ordre du contemporain comme étant vrai est faux, et tout ce qui nous est présenté comme vrai est faux.